Ouf. Moi, je découvre le film avec vous aujourd'hui. Et donc, c'est pas évident de démarrer après ça. Tu l'as pas vu avant? Non. Non. Alors, j'ai pensé à un ancien prof que nous on avait ici. Je pense que tu l'as eu. C'était Claude Belblé. Oui, je me souviens très bien. Je pense que c'était un prof qui nous a énormément marqué, qui faisait des analyses de films ici, dans cette salle. Il parlait énormément sur mise en scène et notamment sur les points de vue, du narrateur et des personnages. Et, et on posait des vraies questions sur la perception. Et c'est quelque chose qui existe dans tes films énormément, même dans les scénars que tu as écrits avec Joachim Trier, mais notamment dans tes films d'école. Dans Blind, il a ça. Et ici, c'est le corps du film, quoi. Et il vient d'où l'idée du film et cette idée de la perception? Et c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps? Je crois que cette question de perception, de point de vue, c'est ce qui me passionne dans le travail de mettre en scène, en fait. Je trouve que c'est toute la question de la mise en scène. C'est de jouer avec cet aspect-là. On voit ça avec qui, on garde la distance, pourquoi. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant quand il s'agit vraiment de mettre en scène. Donc ça, c'est un vrai plaisir de cinéma de travailler ça. Je crois que je cherche toujours des idées où il y a un aspect, où il y a quelque chose comme ça avec qui je peux travailler. Ça m'inspire, tout. Mais l'idée de ce film, comme je dis au début, ça vient de me souvenir des souvenirs d'enfance qui me reviennent. J'avais cette idée. C'était à l'époque où je travaillais avec Joachim Trier. On s'est dit, bon, là, on va écrire quelque chose d'un peu différent. Et c'est devenu Thelma. Mais au début, quand on travaille ensemble, on se met juste dans une pièce ensemble et on lance des idées, on parle, on discute. On a rien au début. Et on discute. Et j'avais une idée qui était à peu près comment dire, à peu près ça, quoi. Parce que c'était s'il avait des enfants qui jouaient ensemble et pendant le jeu, il se passe un truc inexplicable, magique même, et ils rentrent chez eux et la magie est plus là et on se demande est-ce que c'est passé pour le vrai ou est-ce que c'était leur imagination d'enfant, et je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire un film où ça se passe pour le vrai. Donc ça, c'était le début. Et c'était une des idées que j'ai présentées à Joachim pendant une journée de travail. Et lui, qui n'était pas encore père, je sais pas, il ne s'intéressait pas trop, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on travaille. Il a plein d'idées qui tombent par terre comme ça au début. Mais ça m'est revenu plus tard. Et je continue à y réfléchir. Donc je l'ai repris. Après, c'est un film aussi qui vient d'une tradition très forte des enfants qui sont des pouvoirs. Si je pensais à Carrie, je pensais à L'Exorciste, je pensais à Morse. Est-ce il a quelque chose de ta cinéphilie qui est réapparu à l'écriture ou à la fabrication? Je n'ai pas revisité ce genre de film parce que, en fait, c'est un peu. Quand j'ai commencé à travailler, pour moi, c'était vraiment cette magie d'enfance qui me travaillait. Donc, les pouvoirs surnaturels, ça venait de là, en fait. Donc, j'ai continué à développer tout ça. Je me suis dit, bon, s'il y a des enfants avec du pouvoir, ça a des conséquences morales. C'est poser tous ce genre de questions. Et je commençais à formuler le film. Et moi, je travaille assez longtemps tout seul avant que j'en parle avec des gens. Mais je suis à un point, je me suis dit, bon, je vais en parler à ma productrice. Et je commençais à dire, bon, c'est un groupe d'enfants, ils découvrent des pouvoirs surnaturels. Et en parlant, d'un coup, j'ai eu honte parce que je dis, bon, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ça, c'est
tous les films qui se font, c'est toutes les séries à Netflix, c'est des jeunes qui découvrent des pouvoirs surnaturels. C'est vraiment et j'ai eu très peur, mais en même temps, j'avais cette intuition que non, moi, c'est quelque chose de différent. Ce que je suis en train de faire, ça peut être quelque chose d'original. Donc, je ne voulais pas revisiter des films un peu dans ce genre-là, avec des enfants avec des pouvoirs ou des adolescents avec des pouvoirs. Parce que je me rends compte qu'en fait, presque tous ces films sur le surnaturel, les jeunes avec des pouvoirs, c'est des allégories de la puberté. On découvre Spider-Man qui découvre qu'il a des muscles, il a des éjaculations, il faut fermer la porte de la salle de bain parce qu'il a sa tante qui veut entrer. Ça c'est, et je me suis dit, bon, c'est pas ça que je fais, c'est sur l'enfance. Donc j'ai revisité des grands classiques sur l'enfance. J'ai revu Ponette de Jacques Touraillon et j'ai vu le documentaire qui a été fait sur ce tournage. Et je me suis dit, bon, s'il arrive à faire ça avec beaucoup de difficultés, mais il arrive à faire ça avec une fille de 5 ans, et c'est peut-être possible de faire mon film. Mais je voulais éviter ces films. Donc je ne l'ai pas revisité. L'enfance nue, tu l'as vu? L'enfance nue, oui, bien sûr. La scène de chat s'inspire. Je vole des choses. Et après, comment ça a été les travaux avec ces enfants, le processus du casting? Comment tu as trouvé cette équipe? Parce que c'est une bande qui est très forte, en solidaire aussi, mais c'est un corpus, c'est un groupe qui est très fort. Comment tu as réussi à trouver ces enfants et pouvoir les diriger? Déjà, c'était vraiment le défi du film. S'il avait un des 4 qui n'était pas à la hauteur, le film, ça aurait été un raté, quoi. Donc, avec la productrice, on s'est dit, bon, il faut mettre pas mal du budget dans le casting pour les trouver. Et on a mis énormément de temps. On a mis 1 an en cherchant, et on a trouvé. Il fallait aussi abandonner pas mal des idées que j'avais en tant que scénariste, parce que j'avais imaginé, par exemple, des 2 frères, les 2 personnages principaux dans le scénario. Et au fur et à mesure qu'on a fait le casting, on s'est dit, bon, il faut voir tout le monde, quoi. Il faut s'en foutre complètement de mes idées, de personnages, de sexe ou d'ethnicité. Il faut juste trouver des enfants intéressants. Et puis après, j'ai changé un peu les personnages pour que ça convienne aux comédiens que je trouvais. Mais on a mis 1 an pour trouver. On a changé le sexe ou l'ethnicité de tous les 4. Et on a commencé à travailler. On a vraiment fait un atelier d'acteurs avec les comédiens. On savait qu'on a moins de 30 jours de tournage avec tous les 4. Donc on peut pas tricher, quoi. Il faut vraiment qu'ils font un travail d'acteurs. Et on avait des journées très très courtes parce qu'il faut avec des enfants. Donc c'est 7h30. Il faut être très efficace, on a énormément de choses à tourner, il faut vraiment qu'ils savent travailler. On a trouvé des enfants qui aimaient ça. Et je crois que c'était vraiment la clé. On a même tourné un court-métrage avec, je crois, une dizaine d'enfants qu'on a trouvé très intéressants, qu'on a trouvé pendant le casting. On avait 2 jours de tournage. Et au bout du premier jour, il y en avait quelques-uns qui disaient « Ah non, je ne veux pas ». Et on savait déjà que ça ne serait pas possible. Bon, il a un visage très intéressant, il est parfait pour le rôle, mais ça ne va jamais se faire comme ça. Donc, mais les comédiens les enfants qu'on a gardés, ils ne voulaient pas rentrer. Après la journée de tournage, ils voulaient, ils comprenaient que c'était vraiment un travail, mais ils adoraient ça. Donc, on savait, même il y avait une journée où ils étaient un peu fatigués, ou il avait peut-être il rate un anniversaire d'un ami parce qu'il a le tournage ce jour-là. Il voulait pas abandonner, quoi. Il s'était vraiment investi. Donc, de le garder pendant un casting très long
et d'avoir ce tournage de court-métrage. Ça a vraiment révélé des choses. Donc j'imagine pour être très efficace, il n'avait pas de place pour l'improvisation. Non, pas tellement en fait, mais on en a fait pendant les répètes. Donc ça avait de la place là mais pour moi c'était important. Le plus important pour moi, le travail que je fais en tant que réalisateur et directeur d'acteurs, c'est déjà de bien choisir les comédiens. Par exemple, la fille qui joue l'autiste, elle a déjà, la première fois qu'elle est venue, elle avait une capacité incroyable de juste regarder dans le vide, ouvrir la bouche, et c'est un cadeau, quoi. Je ne peux pas diriger ça, c'est juste, faut la trouver. Et puis, on travaille pour faire en sorte que ça soit plus efficace, que ça soit plus de nuances, mais c'était déjà... Elle avait cette capacité-là, sans moi. Mais puis après, c'était juste d'enlever un peu la responsabilité que tous les comédiens, les jeunes, s'il avait besoin d'un autre prix, je dis souvent, bon, j'ai raté un truc avec la caméra, il faut la refaire parce qu'il se sentait très responsable, il voulait bien faire, donc il fallait toujours enlever la responsabilité. Et aussi, je ne voulais pas qu'ils ont des devoirs de lire les répliques la veille. Je voulais quand ils sont terminés une journée de travail, ils rentrent chez eux et ils font rien. Je voulais pas voilà le texte pour demain, il faut le répéter. On n'a jamais fait ça. Et donc le lendemain, quand ils arrivent, j'explique la scène qu'on va faire. On commence à leur donner leur réplique et je leur dis que bon, si vous oubliez pendant la prise, c'est pas grave. Vous inventez autre chose, vous dites rien. Au bout d'un moment, je vais souffler la réplique. Donc, je commençais à parler un peu, comme fait souvent les réalisateurs quand il y a des enfants qui jouent. En fait, au fur et à mesure, c'était très simple pour eux de se souvenir du texte, mais elles se sentaient pas... C'était pas un échec pour eux s'il y a un truc qui leur échappait pendant la prise. Et la préparation de ces jeunes comédiens, ça a duré combien de temps avant le début du tournage? C'est difficile à dire parce que le casting est devenu une sorte d'atelier de direction d'acteurs, non, atelier d'acteurs. Et puis, on leur a donné des rôles et puis on a commencé à travailler. Donc, mais c'était des mois. On a travaillé des mois avec eux. Et on a fait le scénario, il était déjà écrit. Oui. Et donc c'était aussi, une sorte, comme toujours, on pense tourner l'été prochain, puis on n'a pas le financement, donc on attend un an et on se dit, bon, là, on a un an et demi, au lieu d'attendre, on va dire, la productrice disait, bon, je crois qu'on va financer ce film, donc je vais mettre l'argent pour le casting et on va commencer. Et donc on a travaillé presque un an et demi casting et travaillé avec les jeunes. Bon, j'ai fait autre chose aussi pendant ce temps-là. J'ai écrit Julie en 12 chapitres avec Joachim, mais c'était pendant ce temps-là, on a vraiment travaillé pour trouver ces comédiens. Et l'atelier d'acteurs, c'était super parce qu'on avait chaque semaine, on s'est vu, on se dit, bon, cette semaine, on travaille la peur. Et la semaine d'après, on travaille la colère. Et au moment du tournage, il avait déjà les clés pour accéder à ces émotions-là. Parce que pour moi, c'était le plus important, c'est qu'ils étaient dans l'état émotionnel pendant les prises. Et s'il se perd un peu dans le texte, c'est pas grave. Mais il fallait qu'ils soient là-dedans, quoi, ça se voit sur leur visage, leurs gestes, les yeux, qu'ils ressentent l'émotion de la scène. Et ils comprenaient parfaitement ce travail d'acteur, en fait. Pendant le tournage, c'était vraiment des petits professionnels.
Et après la conception, parce que le film il est très précis dans sa construction visuelle, et à quel moment tu commences à imaginer tes plans et à préparer ton découpage en fait? Bon, ça dépend des séquences. Et en fait, je sais pas si c'est bon, c'est dans une école de cinéma, donc peut-être c'est le moment d'en parler, mais ça passe par des étapes pas toujours idéales. Par exemple, bon, il faut un budget pour les effets spéciaux. Donc, il faut commencer avec peut-être faire des storyboards pour voir combien de plans qui ont besoin d'effets. Et on commence ce travail-là avant d'avoir le décor. Donc, tu ne sais pas où tu vas le filmer. Donc, ça devient très abstrait. Et d'une certaine manière, c'est du perte de temps parce que tu vas refaire ça au moment que tu vas trouver les lieux de tournage. Mais quand même, ça aide un peu de commencer avec le chef-op, de parler de plans d'une manière très précise. Et donc, ça aide à quelque chose. Mais moi, je trouve que ce travail-là, vraiment, ça commence quand tu sais où tu vas tourner, quand tu es sur les lieux, où tu connais les lieux. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer. Mais déjà, d'avoir déjà une idée de ce qui est l'aspect visuel le plus important, c'est aussi ça qui te permet de bien choisir le décor. Je trouve que c'est aussi important que de bien choisir les comédiens. Je trouve c'est vraiment de trouver les lieux où tu peux faire tes plans, où c'est possible d'une manière pratique. Et bon, pratique, c'était pas pratique parce qu'on tournait dans des immeubles comme vous voyez, c'est grand et on a toujours trouvé le meilleur appartement. C'était vraiment au dernier étage avec un tout petit ascenseur. Et donc, c'était presque impossible de faire monter tout le matériel. Mais c'était vraiment les appartements qui étaient parfaits pour faire les plans, pour faire parce que pour moi, dans ce film, c'est important qu'on évite un peu ce côté mise en scène un peu documentaire qu'on trouve souvent dans des films avec des enfants. En fait, on les laisse improviser dans le contexte en scène et on reste à l'extérieur avec une longue focale, on chope de petits moments comme ça, on fait de jump cuts et ça donne quelque chose de vivant. Ça peut être très beau, mais dans ce film, il fallait un niveau de précision parce que c'est ce genre de film. Il ne fallait pas qu'il y ait une scène pour que ça soit vivant. Il faut qu'on monte l'énergie, le côté imprévisible des enfants dans le contexte des scènes telles qu'ils sont écrits. Donc il faut faire des plans où on s'insère des lieux, de la mise en scène pour faire avancer l'histoire, pour exprimer les thèmes. Et j'étais très content qu'on a compris que ces jeunes comédiens sont suffisamment doués pour qu'on puisse travailler avec ce niveau de précision. Après, le décor, il est extrêmement fort. Moi, j'ai le sentiment que c'est une espèce de huis clos, mais en plein air. Et il est exactement comme ça, ou vous avez été obligé d'aménager, par exemple, l'aire de jeu, des choses comme ça? Ça vous a pris beaucoup de temps à le trouver ou... Ça, oui, c'était pas facile à le trouver. En fait, l'endroit est beaucoup plus grand que dans le film. Hein. Donc, quand on est venu la première fois, on se dit bon, c'est trop confus. Il y a trop de bâtiments, mais trop d'immeubles. Mais bon, on réduit un peu dans le film. C'est moins grand que dans la réalité. Mais c'était vraiment ce que je cherchais, c'est que j'avais des souvenirs d'enfance. J'habitais à 2-3 ans, entre 5 et 8 ans, dans un grand immeuble à Oslo, juste à côté du forêt. Et c'est ça que je cherchais, parce que cet espace commun, où l'appartement où tu as vos parents qui t'observent et tu sors et tu traverses ces espaces communs où il y a toujours peut-être des gens qui t'observent aussi et tu prends à droite, tu montes dans les forêts, tu vas 20 mètres et tu es tout seul.
tu peux tout faire, il n'y a personne qui t'observe, c'est la liberté totale. Et ça, je voulais trouver un lieu qui exprime ça. Et je trouve cet espace-là à l'est d'Oslo que je trouvais parfait. Et après, les traitements du son, il est assez particulier. Dans tous tes films, hein, il a aussi un travail des musiques très poussé, très mélomane. Là, il a moins de rock que dans tes films précédents, je vois. Mais là, la gestion, pas seulement de la musique, mais du son, pour donner un peu cet aspect des suspens et des ambiances un peu où on ne sait pas où on va arriver, en tout cas. Et tu l'avais conçu déjà à l'écriture? Pas tout à fait, non. Je trouve ça toujours assez difficile, en fait, d'avoir une idée précise de la musique, par exemple, pendant l'écriture. Pour mon premier film, je savais qu'on était avec la femme aveugle, qui est le personnage principal de mon premier film, dans son appartement. Il n'aura pas de musique parce qu'il faut qu'on écoute ce qu'elle écoute, mais pour tout le reste du film, je n'avais pas d'idée. Il fallait vraiment trouver des choses pendant le montage. J'ai un monteur qui a toujours des idées très intéressantes au niveau de la musique, mais des fois, je me sens un peu, comment dire, sans idée précise, juste dans ce domaine-là. Et là, en fait, on avait un compositeur finlandais que je ne connaissais pas avant. C'est une question de coproduction. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent finlandais, donc il faut travailler avec des Finlandais. Et je trouvais ce compositeur-là. Et c'était vraiment un coup de chance. Il avait une manière de travailler que je trouvais super. C'est qu'il a enregistré énormément de musique pendant le tournage. Et donc, dès le premier jour de montage, on avait plein de choses, des choses intéressantes à essayer. Et puis on a dit, bon, on a ça c'est intéressant, est-ce que tu peux enregistrer quelque chose mais plus vers là ou tente ça. Et on a vraiment, dès le premier jour, on a commencé à faire ça et sans passer par l'étape musique temporaire, qui est toujours, c'est vraiment un piège, parce que tu tombes amoureux d'un morceau, tu n'as pas le droit, soit le compositeur fait une imitation un peu pauvre, et c'est vraiment le pauvre compositeur, hein, ils font ça tous les jours, et c'est vraiment, c'est pas bien. Et là c'est vraiment, et c'est très difficile aussi quand tu es réalisateur ou monteur, tu as entendu la même musique temporaire 1000 fois. De se dire un jour, quand le compositeur t'envoie quelque chose d'autre, bon, ça c'est mieux. Le nouveau truc, c'est mieux parce que ça fait partie du film pour toi. Donc c'est un travail énorme pour se libérer. Et mon compositeur, il avait vécu ça 10 000 fois. Donc c'est lui qui a insisté sur ça, ce processus-là. Et aussi, il ne faisait pas comment dire, ça s'appelle comment, des sketchs, des de maquettes. Dès première idée, il faisait venir des musiciens pour faire un vrai enregistrement, parce qu'il savait aussi que une fois sur deux, c'est la maquette qui est là au mix final. Hein. Donc, c'est déjà de qualité au niveau de l'enregistrement. Donc, on a fait ça et ça marchait hyper bien. Mais on avait fait un film où il avait la première heure, comment dire, 60 minutes du film. Il n'y avait pas beaucoup de musique. Et puis, à peu près au moment de la scène, avec la mer et le casserole qui est renversé, à partir de ce moment-là, le film tourne un peu plus vers le film, je sais pas, de film de thriller, suspense, horreur. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de musique. Donc, au montage, ça marchait très bien dans toutes les scènes, mais on avait un truc bizarre où on avait genre deux styles différents. Donc, un film sans beaucoup de musique et puis d'un coup, beaucoup de musique. Et c'était vraiment dans le travail du son où on voulait, parce que c'est pas facile de créer du malaise,
quand tu filmes pendant l'été, il fait beau. Les enfants norvégiens, pendant l'été, ils se couchent vers 20 heures ou plus tard, et de cet âge-là, peut-être 21 heures, mais le soleil couche à 22 heures, 23 heures. Donc, forcément, il n'y a pas de nuit. Donc, on ne peut pas jouer sur le peur de noir pour faire peur aux gens. Donc, il fallait que, par la mise en scène, et par le choix de décor, il fallait créer une sorte de malaise dès le début. Donc, ce qu'on a fait au montage, il y avait on met des trucs de base, de sonore, et ça fonctionne toujours. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant parce que c'est facile. Donc, on a enlevé ça au montage son, et au lieu de faire ça, en fait, c'était comment dire, le monteur son, qui est aussi le mixeur, qui a ralenti la musique de compositeur, mais vraiment ralenti de beaucoup. Donc c'est devenu une sorte de fond de son un peu musical, un peu étrange, qu'il a mélangé avec les sons naturels. Donc c'est là, mais on l'entend pas, mais presque, mais ça donne un sorte de irréel que je trouve que j'ai adoré quand il a commencé à faire ça. Je trouve ça vraiment la clé pour que ces deux parties sonores du film se mélangent beaucoup plus. C'est devenu beaucoup plus un tout, en fait, grâce à ce choix-là, cette idée-là. Mais je n'avais pas d'idée comme ça, j'en avais pas tellement, en fait, au moment que je commençais le montage. Après, il y a quelque chose qui m'intéresse de tes films, c'est la question de la différence. Pas nécessairement de l'handicap, mais en tout cas la différence. Et là, il avait quand même le personnage principal des Blind. Il a une référence à Masque de Peter Bogdanovich qui est mort récemment. Et il a quelque chose qui te travaille autour de ça, en ligne générale, ou pas nécessairement ce fruit de mon interprétation comme ça? Non, mais j'y pensais parce qu'il y a des autres qui ont vu mes films, et il y a aussi des films que je fais avec Joachim et qui m'ont posé la question. En fait, je crois que ce qui m'intéresse souvent, c'est que la différence entre l'apparence des gens et leur monde intérieur. Et je trouve fascinant. Et un Blind, c'est un film sur ça, en fait. C'est une femme aveugle, donc on pense au début, bon, elle a perdu la vue, c'est une victime, la pauvre. Et au fur et à mesure, on comprend qu'elle a une imagination fascinante, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus active, d'une certaine manière, de son mari, qui est quelqu'un d'assez normal, un peu ennuyeux, mais elle... donc, au fur et à mesure, il faut qu'on change complètement de perspective autour du personnage. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime le fait qu'on ne peut pas savoir les profondeurs intérieures des gens. Et le cinéma, c'est souvent l'apparence et les actions. C'est ce que font les gens. Donc, les Américains disent toujours, bon, c'est action is character. Donc, c'est ce que tu fais c'est la définition de qui tu es. Et je ne crois pas, non. Je pense que souvent, c'est ce que tu ne fais pas. Et la raison intérieure, pourquoi tu ne le fais pas, c'est vraiment c'est super intéressant. C'est ça qui te définit. Donc, j'ai toujours envie d'accéder aux pensées, aux rêves, à l'imagination de mes personnages. Et donc, peut-être un peu moins dans ce film-là, mais ça existe toujours comme une sorte de volonté que j'ai comme scénariste et réalisateur. Et moi, figure-toi que comme cinéphile, moi, j'ai toujours trouvé que le plus grand cinéaste qui faisait ça, c'était Bergman, quoi. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi toi, Norvégien, il est venu faire des études en France? Pour Bergman, il n'est pas norvégien, il faut le dire. Non, mais nordique, je veux dire. Ouais. Voilà. Et la Norvège, on a très fier quand les gens à l'étranger parlent du cinéma scandinave parce qu'il y a des grands maîtres danois, des grands maîtres suédois, mais en Norvège, on n'en a pas.
Ben Hammer. Oui, elle a Ben Hammer, mais qui fait des films intéressants, mais c'est pas Bergman. Non. C'est, X, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup marqué ce film. ouais, ouais. Non, mais il a un truc. Hein, non, mais on n'a pas une tradition de cinéma comme nos pays voisins. Et pour moi, en fait, c'était au moment que j'ai voulu faire une école de cinéma, on avait, je sais pas si vous vous souvenez pas sûrement, mais il y avait des yeux olympiques d'hiver en Norvège en 94 ou un truc comme ça. Et après, il y avait plein de gros bâtiments tout vides. Et les gens ont dit, bon, on va mettre une école de cinéma là. Et donc là, mais loin d'Oslo, loin d'école de théâtre, loin de tout, d'un coup, il avait une école de cinéma. Et moi, qui est né à Oslo, la capitale de la Norvège, je voulais pas, je voulais pas me déplacer pour aller à l'île de la mer et faire des études. Donc, je voulais sortir, je voulais aller dans une ville plus grande, quoi. Joachim, il a fait des études à Londres, l'équivalent un peu de la FEMIS à Londres. Et moi, je me suis dit, bon, si j'ai la chance d'entrer à la FEMIS, je peux aussi vraiment apprendre le français. J'aime beaucoup le cinéma français, mais aussi la littérature française. Donc, pour moi, je peux prendre deux choses à la fois. Ouais, la langue et le cinéma, comme on fait en France. Et l'école t'a appris une façon de faire particulière par rapport à ce que tu aurais pu apprendre à Londres ou en Norvège? Est-ce qu'elle a une signature FEMIS? La signature FEMIS, je pense que c'est vraiment l'idée de l'auteur. L'idée que, bon, quand Joachim a fait des films à Londres, il fallait qu'il se batte. Et moi, il a même, au moment où il a quitté l'école pour avoir le droit d'écrire ses propres films. Parce que les élèves en scénario écrivent les films, c'est comme ça. Même en Norvège. C'est vraiment, pour un film fin d'études à l'école norvégienne, il faut que ce soit une idée qui vient de n'importe qui. Il faut que le producteur, le scénariste et le réalisateur se mettent d'accord sur une idée. Donc ça, c'est pas censé venir du réalisateur. Donc moi, j'aime bien dans l'idée l'esprit français qu'il faut que ça soit un film personnel. Et je pense que ça, c'est important. Mais en même temps, à la FEMIS, vu que je suis débarqué, je ne parlais pas très bien français. Et j'ai rencontré des Français qui parlaient très brillamment du cinéma, qui avaient des idées, qui ont tout vu. Parce que quand même, l'histoire du cinéma, c'est plus disponible en France qu'en Norvège. Hein, donc c'est plus simple, c'est plus facile d'avoir vu tous les films de Godard, par exemple. Et moi, d'un coup, je ne pouvais pas parler comme ça. J'étais pas, tu vois, je me sentais un peu, comment dirais-je, j'étais pas à l'auteur. Donc, il fallait tout mettre dans le film que je faisais. Donc, d'un coup, je me suis dit, bon, moi, mais ça suffit pas d'avoir réussi le concours, ça suffit pas de dire je suis artiste, il faut apprendre le métier quand même. Il faut quand même, avant de dire je suis auteur, il a énormément de choses à apprendre. Et je trouvais que ça, des fois, il y avait des gens à la FEMIS qui n'étaient pas comme ça, en fait. Je trouve qu'il a une sorte de... Bon, je suis là, je suis à la FEMIS, je fais des films, donc c'était suffisant. Et moi, je dis, bon, il faut vraiment que je monte par mes films, que j'ai un truc, que je peux faire. Et donc, ça a changé aussi un peu mon aperçu. Parce que les gens qui ont vu tous les films de Godard que tu croises en Norvège, c'est vraiment c'est toujours des types, hein, parce que elle ou ils ont vraiment cherché pour les trouver. Mais ici, je me rends compte, non, ça suffit pas. Il faut quand même, il faut avoir, comment dire, il faut travailler. C'est un travail dur d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et c'est pas facile. Et ça suffit pas de s'annoncer artiste.
Bon, et est-ce qu'il a des questions dans la salle? Peut-être on va faire passer un micro, deux micros. Un seul ou deux, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour le film. C'était vraiment assez impressionnant. Merci. Ma question serait sur la manière dont vous avez imaginé, conceptualisé les pouvoirs des enfants. Enfin, par quel état vous êtes passé quand vous les avez écrits, quand vous avez dû faire le découpage, voire même au montage. Et vous avez un petit peu parlé aussi de l'étape du son, mais j'aimerais savoir si on voulait aller plus loin aussi sur le travail du son, particulièrement quand les enfants utilisent leur pouvoir. Particulièrement sûr. Je n'ai pas entendu la dernière chose. Le travail du son pour quand les enfants utilisent leur pouvoir, si vous pouviez, quelles ont été les étapes? Est-ce que vous avez cherché très longtemps ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été assez évidentes? Merci. Donc là, je me rappelle une question sur le son. Il avait une autre question aussi, non, au début. C'était sur comment vous avez créé les pouvoirs. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais en fait, moi, comme j'ai expliqué, je commençais par cette idée de la magie de l'enfance. Hein. Et par conséquence, j'ai introduit des pouvoirs surnaturels. Hein. Et donc, c'est ce qui m'a convaincu que je voulais faire un film avec des pouvoirs surnaturels, parce que c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment le thème de l'enfance, la magie de l'enfance. C'était... que j'ai eu cette idée de la scène qu'on voit à peu près comme ça dans les films. C'est la manière où le surnaturel s'introduit par le garçon qui montre à la fille un truc et c'est hyper rapide. Donc, en tant que spectateur, on n'est pas tout à fait sûr qu'on a vu. Ce trouble-là m'intéressait. Je trouve que ça, c'est une belle manière d'introduire la magie, le surnaturel dans un film. Et aussi le côté enfantin qu'elle est hyper impressionnée, mais pendant 5 secondes. Et puis, elle passe à autre chose. Parce que moi j'ai un garçon j'écris en fait dans le scénario inspiré de lui, qu'il a un joint hyper flexible comme elle, qu'il peut donc quand il a des autres enfants qui montrent un truc, ils sont un truc de comment dire, ils sont s'entraîner avec un football et faire un truc impressionnant qui demande énormément de travail. Il dit bon, c'est bien, moi je peux faire ça, et qui lui demande rien, quoi. C'est juste il est né avec ça. Et donc j'ai écrit ça dans le scénario et par hasard l'actrice pouvait faire la même chose. Mais moi je trouve que c'est assez une belle scène pour faire introduire ses pouvoirs surnaturels. C'est que lui le fait et on n'insiste pas là-dessus. Il n'a pas de son qui signifie que bon, il a un truc magique qui vient de se passer. C'est juste c'est filmé de manière complètement naturaliste. Et puis il a ce côté-là qu'elle commence à montrer un autre truc comme si c'était aussi impressionnant que ce qu'il vient de faire, et on passe à autre chose. Et j'aimais beaucoup ça. Et donc, on a commencé, je me dis, je suis un peu divisé de travailler sur des pouvoirs surnaturels. Il a déjà des défis hyper intéressants en tant que metteur en scène, parce qu'il faut créer une logique avec les images et les sons qui racontent, que les gens comprennent sans trop de mots, qui expliquent, parce que c'est pas très intéressant. C'est intéressant, c'est vraiment qu'il faut créer un langage cinématographique qui explique les sons et comment ça fonctionne et comment ça évolue. C'est un vrai défi, c'est super intéressant, je trouve. Mais quand tu parles des sons, je revisitais au moment de montage son, je revisitais des films que j'aimais bien, qui avaient des pouvoirs comme ça. Je ne les ai pas vus pendant l'écriture, mais je les revisitais pour voir. Donc j'ai revu Fury de Palma, ou Carrie, ou Scanners de David Cronenberg, des beaux films, hein. Mais les effets sonores sur les pouvoirs, c'est vraiment des trucs de dingue, quoi. C'est très lourd,
avec des bruits un peu de science-fiction, et même dans des beaux films, c'est souvent comme ça. Donc je me suis dit, bon, je peux pas faire ça, c'est pas... il faut faire quelque chose de beaucoup plus intime, plus naturaliste. Il faut passer plus par les voix qu'on travaille, par le son du vent dans les arbres qu'on traite un peu. Il fallait un truc plus organique, plus proche de le son des arbres mais c'était pas simple en fait, parce qu'il n'avait pas vraiment de montage son de bon goût. Même dans les films que j'adore. Mais il a une progression quand même. On commence des tout petits, ils sont très choisis, ils viennent du quotidien un peu. On montre l'eau, après les couvercles des casseroles, etc. C'est très progressif. Ça, c'était pensé aussi à l'écriture. Oui, bien sûr. Ouais. Le truc, c'est qu'il fallait commencer d'une manière anodin, naturaliste, et il faut que ça devient de plus en plus important, la logique devient de plus en plus claire, ou même si ça reste mystérieux, on comprend qui fait ça, à quel moment, pourquoi, comment, et les enjeux deviennent de plus en plus larges, grands aussi. Mais moi, je savais que je voulais cette scène à la fin où il y a, pour le spectateur et pour les enfants, c'est vraiment c'est une bataille avec des enjeux énormes, c'est la vie ou la mort. Mais juste à côté, il y a des adultes qui s'en comptent rien, qui parlent de n'importe quoi, ou qui passent juste à côté. Et donc, je savais qu'on ne pouvait pas faire des explosions, que tous les fenêtres d'un immeuble explosent, qu'on peut faire. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Quand on fait un effet numérique, de faire exploser tous les fenêtres d'un immeuble, ça ne coûte pas plus cher que de faire des gros plans autour des pieds des enfants que vous avez vus, qui ont été faits en numérique, mais à nouveau des détails énormes. Mais je savais qu'il fallait que ça reste à ce niveau de subtilité-là. Et je me suis dit, bon, pour expliquer ces pouvoirs, pour travailler le son, c'était souvent musique, mais aussi pas. Comme toute la scène à la fin, il n'y a presque pas de musique pendant toute cette scène de bataille. C'est que les bruits autour, et puis une sorte de conception sonore très subjective qui n'est pas vraiment à voir avec les pouvoirs, mais avec leur perspective à eux, les enfants, la subjectivité. D'autres questions? Bonsoir Eskil. Bonsoir Brice. Je voulais moi te féliciter et puis dire aussi à quel point dans ton film je retrouve ce qui existait déjà dans tes premiers films, même dans ton premier court-métrage en première année à la Fémis. Chose qui est vraiment frappante, c'est la maîtrise que tu mettais déjà quand tu étais en première année dans tout ce qui fait le cinéma, le son, l'image, le travail avec les acteurs, la direction d'acteurs. Voilà, il y a un truc jusqu'au boutiste qui est encore plus éloquent là, évidemment, mais qui va bien avec ce style aussi de film, je trouve. Parce que ce qui m'a étonné dans le film, et je voulais t'interroger aussi là-dessus, c'est que j'avais la sensation qu'à un moment donné, on allait rester avec les enfants et que peut-être tout ça allait être faux, en fait, tout ce qui se passe. Et ce qu'il y a d'incroyable dans ton film, c'est qu'en fait, rien n'est faux, puisque les adultes voient ce qui est la violence, le mal que font ces enfants. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. L'autre chose aussi qui m'interroge, c'est le titre, Les Innocents. Alors, je voulais te demander si c'était une sorte d'euphémisme ou qu'est-ce que finalement, derrière ce nom d'innocent, tu avais cherché à mettre. Voilà. Je n'ai pas compris ce que tu dis de titre. Oui, le titre, Les Innocents. Je trouve que c'est comme un euphémisme un peu ce titre, non? Un peu fémis? Un euphémisme. Un euphémisme. Non, pas fémis. Un euphémisme ou une contradiction. Non, plus un questionnement peut-être. Mais
Les Innocents, en fait, ça m'est venu assez tard comme titre. Et ça, mais pour moi, en fait, c'était quand j'ai commencé à travailler sur ce film, c'était évident que un des thèmes, c'est comment on développe des repères moraux, c'est les transgressions qu'on fait, que pas mal de gens ont fait, énormément, qui m'en a parlé après avoir vu le film ou après pas du film, qu'ils ont fait des choses un peu comme dans les films, de petites transgressions, de crotter, de passer un peu les limites pour voir comment ça se ressent. Et je me suis demandé si c'est pas une nécessité de faire ce que votre mère a dit de ne pas faire, parce qu'on ne peut pas à 35 ans dire je ne peux pas le faire parce que maman dit non. Donc à un certain moment, il faut trouver son propre morale. Hein, et donc on fait des choses cruelles à enfants. Mais on reste innocent quand même parce qu'on n'est pas responsable encore. Donc si on voit un film où il a un homme qui aurait fait, un homme adulte qui aurait fait la même chose que Ben a fait dans le film, on n'aurait pas, ça aurait été facile de dire bon, il est méchant, mais maintenant, quand il est enfant, c'est évident qu'il est aussi victime des impulsions, qu'il ne maîtrise pas, une colère qu'il ne maîtrise pas. Peut-être il vient d'une maison où il n'a pas beaucoup de chaleur, il est peut-être même maltraité. Donc c'est évident qu'il va évoluer son sens d'empathie plus lentement que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il est responsable de ce qu'il fait, parce que peut-être au contraire, je pense qu'il est innocent. Je me suis dit, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien, si on peut dire ça, c'est ce que j'aime bien dans mon film. C'est un peu prétentieux, mais moi, je trouve que il y a un thème dans ce film qui parle de ça, qui parle de est-ce qu'on est né pur comme des anges, comme dit un cliché norvégien. Je ne sais pas si vous avez la même en français, que les enfants sont des anges purs, innocents. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'on est né avec des impulsions de bien et du mal, et il faut apprendre à les gérer. Et je trouve qu'il a un thématique, c'est ça dont je suis un tout petit peu fier, c'est qu'il a une thématique dans le film qui s'exprime jamais avec les mots. Il n'a jamais un discours d'un adulte qui parle de « Oh, c'est intéressant, comme on est innocent, qu'on est un papa ». C'est souvent comme ça dans le film. Il y a un moment où il faut dire, il faut parler de la thématique. Et là, il n'en a pas, mais il a le titre. Je trouve que le titre, c'est vraiment ça focalise un peu ce thématique-là que je trouve important dans le film. Mais ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si vous avez travaillé différemment et comment vous avez travaillé avec la comédienne qui joue Anna, puisqu'en plus d'être comédienne assez jeune, il y a aussi cette tâche de jouer un handicap. Et est-ce que vous avez travaillé différemment avec les autres comédiens Voilà, et je trouve qu'il y a une justesse, quelque chose d'incroyable en fait dans l'interprétation. Et voilà, donc je me demande comment vous avez travaillé. Merci. On n'a pas travaillé d'une autre manière. En fait, c'était très important qu'on travaille toujours avec les quatre ensemble. Et ils sont devenus amis, les quatre, même si la plus jeune avait 7 ans et les plus âgés avaient 11 ans à la fin du tournage. Ils avaient 10 ans au moment qu'on a donné les rôles. Et c'est important qu'elle aussi, même si son personnage exprime moins que les autres, qu'elle aussi participait à cette travail sur la colère ou le deuil ou la peur, parce que il fallait que ce soit, qu'ils se sentent à l'aise ensemble, qu'ils ont un groupe
Ça, c'était important. Mais bon, on a fait un travail supplémentaire avec elle. Et déjà, c'était, je crois que c'est vraiment l'idée qu'on a eue d'avoir un casting ouvert. Ça vraiment, ça m'a sauvé, quoi, parce que c'est écrit comme un garçon de 12 ans, ou 14 ans même, je crois. Parce que je croyais pour que quelqu'un puisse jouer autiste, il fallait quelqu'un un tout petit peu plus âgé quand même. Mais il avait la directrice de casting, quand elle est passée au casting, elle avait un truc. Donc elle s'est dit, bon, assieds-toi là, essaie de regarder dans le vide, bouge ta tête un peu comme ça. Et ça se voyait immédiatement qu'elle avait quoi, elle avait 10 ans. C'était une fille, pas un garçon. Donc quand j'ai vu ça, c'était vraiment... c'était un cadeau des dieux du cinéma qui m'a. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'elle pouvait vraiment travailler comme une actrice, quoi. Je pouvais déjà, on a commencé par l'apprendre, c'est ce qu'on appelle le steaming en anglais, c'est que les autistes qui a toujours des manières de bouger un peu rythmées, qui le calment. Donc, elle a très rapidement compris et a intégré ça dans son jeu. Et puis, je lui ai montré des petits bouts de YouTube. Par exemple, à la fin d'une séance de travail, je lui dis, bon, Alva, viens ici, regarde, c'est un clip YouTube d'une femme autiste qui, quand elle ressent de la joie, elle fait un truc comme ça. Et puis, regarde ce type autiste, c'est ce qu'il fait avec les mains, ces gestes-là. Et elle regardait comme ça. Et puis, la prochaine fois qu'on s'est vu, on l'a mis en situation où c'était possible pour elle de s'en servir de ces choses-là. Et j'ai vu que, bon, là, le truc avec les mains, elle l'a capté, elle le fait. Et l'explosion de joie un peu comme ça, un peu étrange, elle a aussi vu ça. Donc c'était... moi, je n'y étais pour rien, en fait. C'était elle était vraiment, vraiment très douée. C'est une fille de 10 ans. C'était hallucinant. Bonsoir, merci pour le film. Moi, j'avais 2 questions. Enfin, la première question, c'est plutôt une requête. C'est est-ce qu'on pourrait voir les films que vous avez faits à la Fémis? Et la deuxième question, c'est moi, je me demandais aussi comment vous aviez travaillé avec Ben, parce que je trouve que justement, la particularité du film, c'est de ne pas vraiment donner l'explication de pourquoi il est comme ça par rapport à Carrie, par exemple. Et vous disiez peut-être qu'il lui arrivait ça, peut-être qu'il lui arrivait ça. Est-ce qu'avec l'acteur, vous vous êtes raconté ce qui était arrivé au petit garçon qui joue, ou quelle clé vous lui avez donné aussi pour qu'il comprenne ce qu'il joue? Déjà, c'était, je vais expliquer aussi le processus du casting avec lui, en fait, parce que c'est écrit, le personnage écrit n'avait rien à voir avec cet acteur-là. Et lui, c'était quelqu'un qui est venu assez tôt dans le casting. Je crois qu'il était vraiment la première séance qu'on a eue de casting. Il était là. Donc, il était avec nous pendant plus qu'1 an. Et on savait... dès qu'on a trouvé ces 2 sœurs-là, l'actrice qui joue l'autiste, on savait, bon, il ne peut pas faire partie il ne peut pas jouer ces deux rôles-là. Donc, il ne restait que cette rôle qui n'avait rien à voir avec lui, quoi. Donc, mais on s'est dit avec la directrice de casting, c'est peut-être c'est intéressant parce que lui, il est un type hyper vivant, très charismatique, très gentil. Et on s'est dit, bon, s'il joue ce rôle-là, peut-être il va nous donner plus d'humanité, ça se ressent que c'est quelqu'un qui a des qualités aussi, malgré tout ce qu'il fait. C'est important. C'est pour ça qu'on a fait cette scène où il pleure, où il crie, il veut sa maman. Et je me suis dit, c'est important parce que comme ça, on ressent que ce n'est pas uniquement le méchant, c'est autre chose. On garde l'aspect humain jusqu'à la fin. Donc, c'était ça le choix de ce comédien. Mais on savait qu'il savait jouer, mais il fallait vraiment qu'il joue contre son type, quoi. Mais quand on lui a donné le rôle,
le truc, c'est que, bon, déjà, on dit, bon, c'est le rôle que pas mal de gens vont... Déjà, sa mère, elle avait lu le scénario. Et déjà, son père est plus là. Déjà, ça, je pense que c'est quelque chose qui lui permet d'accéder pas mal d'émotions qui étaient bien pour le rôle. Hein. Mais donc, sa mère avait accepté, aimé le scénario, compris le personnage et tout. Et puis, j'avais un rendez-vous avec lui avant que je leur fasse le rôle, expliquant le personnage. Donc, j'ai parlé aussi un peu de sa famille, sa relation avec la mère et tout ça. Mais c'était surtout de dire c'est le rôle que pas mal de gens vont le voir et dire c'est le méchant. Donc, moi, je pense que non. Et je te choisis parce que tu as des autres aspects que tu peux faire un personnage plus nuancé. Et j'ai expliqué qu'il va mourir à la fin. J'ai expliqué tout ce que fait son personnage pendant le film. Et il a dit j'espérais vraiment qu'il meure à la fin. Je voulais vraiment. J'ai rêvé à jouer un personnage qui meurt. Donc il était portant. Et puis, c'était quand on a cherché. Parce que nous, on a fait le casting, l'inverse de ce que les gens font de l'habitude. C'est qu'on a trouvé les enfants et puis on a cherché des parents. Et donc, on a fait des castings avec lui et il y a des mères possibles. Et là, on a beaucoup parlé de sa relation de sa mère. On a tenté des scènes beaucoup plus longues où il est un peu plus maltraité par sa mère. Donc, il savait tout ça parce qu'on avait fait travailler ces scènes d'une manière beaucoup plus détaillée de ce petit fragment qu'on voit dans les films. Donc, il en était courant. Moi, c'était très important que les enfants comprenaient parfaitement ce qu'il faisait dans le film, la motivation et la transparence, qu'il fallait pas laisser prendre pour avoir une réaction réelle pendant une prise, par exemple. Je trouve ça, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Ils vont venir sur le plateau, il aura une surprise. C'est pas une manière de travailler. Il fallait vraiment qu'ils comprenaient. Ils comprenaient tout, le processus, les personnages et tout. Ils ont réagi comment quand ils ont vu le film? Bon, ils n'ont pas vu. Non, en fait, c'est aux parents de décéder s'ils peuvent le voir, mais on a fait. Ils regardent les 20 premières minutes avant le chat. Et donc, comme ça, ils se voient à l'écran, et puis on les oblige de sortir, ils ne veulent pas. Et puis, ils reviennent à la fin, parce que la fin n'est pas très violente, en fait. Toute la scène à la fin, il n'a pas de sang, il n'a rien, mais il a une sorte de tension, mais c'est pas dangereux. Donc, ils ont vu ça, et puis ils restent pour les applaudissements, et tout le monde est très content de les voir. Tous les quatre, sains et saufs, donc c'est toujours bien. Mais je me souviens à Cannes, on a eu la chance d'avoir la première à Cannes, et ils ne voulaient pas sortir de la salle. Donc, et tout le monde a dit qu'ils couraient un peu partout, on essayait de regarder par les fenêtres, sur la porte. Non, ils ont très envie de le voir, bien sûr. Et la réponse concernant les films, c'est ça? Ah Vous oui, avez une question? mes films de l'école. Oui, ils ont été envoyés la semaine dernière. À votre boîte mail, il faut regarder les mails. OK? Merci. On travaille beaucoup sur ça, quand même. Dernière question. Nicolas, c'est ta dernière question, peut-être? Sinon. Est-ce que tu as des projets en cours? Les gens me posent cette question tout le temps. C'est toujours la dernière question. Oui, mais aussi quand j'étais à Cannes et à cause de Covid, j'avais le film de Joachim, Julien 12 chapitres, que j'avais participé, coécrit avec lui. Et j'avais ce film-là et j'avais mon film dans un certain regard. Et j'ai l'impression que
tout le monde s'intéressait à moi et mon prochain projet. Et toutes les portes sont ouvertes. Oh, on s'intéresse beaucoup à ce que tu vas faire maintenant. Et j'avais rien. J'avais même pas de piste de projet. J'avais rien du tout. Donc je me sentais pas très professionnel. J'ai toujours besoin que le film soit vu avant que je démarre sur un nouveau projet. Donc je perds énormément de temps là-dessus parce que vaut mieux avoir déjà commencé l'écriture d'un nouveau projet quand ton film sort, mais je n'arrive pas. Très bien. Bon, écoute, Eskil, on était très contents de t'avoir aujourd'hui ici à la FEMIS. Merci beaucoup. Ouais, mais merci à vous. Et le film, il sort le 9 février, donc il faut passer le mot dans les réseaux sociaux et tout ça. Sans aucune interdiction, dit le distributeur. Merci. C'est obligé.